dans ma tête, il y a un truc qui est marqué, c'est il faut que tu travailles pour pas qu'on voit que tu viens de ce milieu-là, que tu es pareil que les autres, que tu as le niveau. Bonjour et bienvenue sur Origine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Lotte, qui a passé une bonne partie de sa carrière dans le journal L'Équipe. Maintenant, il est entrepreneur chez InDigital et aujourd'hui, il va nous raconter son histoire. Romain, bienvenue. C'est pas la première fois que tu participes à des podcasts, à des interviews. Non, Ça c'est pas la première fois et merci beaucoup de m'inviter, ça fait vraiment plaisir. C'est un exercice que tu connais. Un petit peu, ouais. Ouais. Aujourd'hui, on est à Paris. Tu es parisien, tu habites Paris J'habite Paris, j'habite ici les Moulineaux, donc pas très loin de là où on est aujourd'hui. et tu as grandi et vécu à Paris toute ta vie? Pas du tout, je viens du Nord-Pas-de-Calais. Ok. Enfin, je suis né à Grasse, beaucoup bougé, mais Dans le je sud suis de la né France? dans le sud de la France Ok. et j'ai fait le mouvement vraiment sud-nord Ouais. pour faire 18 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, à côté de Lens, donc, Ok. supporter du Racing Club de Lens. Et je suis arrivé à Paris il y a maintenant une quinzaine d'années pour travailler, quoi. Incroyable. Bah, Grasse, tu dois connaître Roquefort-les-Pins, Tout à fait. qui est juste à côté. Tout Ouais, à c'est fait. là où j'ai grandi également. Ah bah, Ouais, je suis du sud de la France, près de Grasse, ok. à Roquefort-les-Pins. C'est marrant parce que d'habitude, personne ne connaît cette ville. Bah, très ravi de t'avoir ici. Donc aujourd'hui, alors c'est vrai que tu as un grand parcours professionnel, notamment à l'équipe, à Boulogne-Billancourt, Ouais. notamment en tant que CMO, donc chef marketing et chef de produit aussi, Ouais. CPO. Donc on va parler de tout ça. Je pense que je vais avoir plein de questions à te poser et aussi de comprendre un peu les mécanismes derrière une maison de journalisme comme ça. Mais aujourd'hui, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat depuis 4 ans. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais et un peu le cheminement de cette proposition de valeur que tu essayes de créer aujourd'hui ici en France? Ouais, donc on s'est lancé début 2025, pardon. Donc l'idée, moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans les médias, notamment chez l'équipe. Et en fait, je me suis rendu compte que je travaillais avec beaucoup d'agences, beaucoup de freelance, et en fait, assez peu comprenaient vraiment le modèle des médias. C'est-à-dire qu'en fait, tu vends pas un abonnement comme tu vends un frigo, comme tu vends un yaourt, comme tu vends une voiture. C'est beaucoup plus compliqué et il y a pas mal de choses qui entrent en compte, et notamment la relation avec la rédaction. Et ce sont des entreprises, notamment dans la partie digitale, qui sont très agiles, mais qui, au global, sont quand même de grosses machines, quoi. Et donc, il y a vraiment une manière de travailler qui est un peu différente et un feeling par rapport au contenu qui est très fort. Et donc, après 10 ans, où voilà, on pourrait y revenir, j'ai vu pas mal de choses différentes. Je me suis dit que c'était le moment de mettre à profit un peu tout ce que j'avais vu, pour pouvoir l'utiliser et en faire profiter d'autres entreprises. Et donc, l'idée, c'était vraiment de m'associer à une entreprise qui existe déjà à Londres, qui s'appelle InDigital, et qui travaille sur les leviers CRO et CRM, mais dans une optique, parce que des entreprises, il y en a beaucoup qui font ça, mais dans une optique très opérationnelle, parce que pendant très longtemps, j'ai toujours entendu il faut que, et assez peu on fait vraiment, quoi. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les médias, tant dans la strate, mais surtout dans l'opérationnel, et faire avec des personnes expertes de tous les outils qui aujourd'hui sont utilisés par les médias. Ok. InDigital, donc le cheminement de ce que je comprends, c'est une boîte qui est née en Grande-Bretagne Tout à fait. avec peut-être un groupe d'actionnaires. Euh, Comment ça s'est fait cette transition vers la France? Parce que tu m'expliquais avant qu'on commence cette interview que tu es devenu actionnaire de cette boîte, enfin d'une Mm. structure, d'une nouvelle structure en France. Mm. Eux, ils sont co-actionnaires avec toi. Comment ça s'est Exactement. fait? Comment tu en as entendu parler et comment ça s'est fait le cheminement? Moi, j'avais été invité à Londres pour expliquer ce que je faisais à l'équipe avec d'autres médias. Donc voilà, j'avais été invité avec le Times à faire une présentation, peu importe. Et donc à la fin de cette présentation, il y avait Oliver, qui est aujourd'hui un de mes associés, qui en fait a grandi dans le sud de la France, à Toulouse, donc qui parle très bien français, et qui vient me voir pour me dire, bah voilà, pour me vendre ses services. Au final, ce genre d'approche, généralement, moi, ça passe pas trop parce que généralement, ce sont des commerciaux qui comprennent pas toujours vraiment concrètement la réalité du métier, et du coup qui te vendent des choses que derrière ils sont bien incapables de pouvoir mettre en œuvre. Et donc là, je rencontre quelqu'un qui connaît vraiment son sujet. Je me dis, bien, c'est super cool, on accroche bien, on prend des bières, évidemment, parce qu'on est à Londres. Et au final, 3 mois plus tard, il m'appelle pour me dire, bah, on veut ouvrir un bureau en France, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui serait intéressé? Et donc au final, je me suis dit, bah, c'est le bon moment. Moi, je commençais déjà à avoir cette envie de pouvoir me lancer et de créer une entreprise. Et donc du coup, tout ça s'est créé comme ça par une rencontre, quelques bières et une volonté de se lancer.
Et donc, du coup, enfin, c'est quoi la stratégie par rapport au territoire français en regard de la stratégie anglaise? Alors, la stratégie anglaise, au départ, ça a été vraiment de travailler sur plusieurs leviers, enfin, notamment donc le CRO et le paid media, donc travailler vraiment sur des leviers conversion. Et en fait, ils ont créé une agence sœur qui s'appelle Engage, qui travaille sur les leviers CRM, donc plutôt communication autour des clients, mail, push, etc. Moi, j'ai un background très data, très CRM aussi. Et du coup, je connais assez bien aussi le levier CRO. Donc, on s'est dit que sur l'agence française, on serait capable, avec la même entité, de couvrir tous ces enjeux. Donc, c'est une stratégie qui est la même, c'est de se dire, on va chez nos clients, on travaille avec eux dans leurs équipes, on est capable de ramener des personnes expertes de tous les outils que tu peux utiliser. Mais du coup, on y ajoute ce côté CRM qui n'est pas aujourd'hui côté InDigital en Ouais, Angleterre. ok. Tu parlais, comment tu pourrais l'expliquer justement, cette entreprise, à quelqu'un qui ne s'y connaît pas? CRM, CRO sont des acronymes. Ouais. Qu'est-ce que vous faites concrètement? En fait, tout simplement, on va travailler chez les médias, mais en fait, ça pourrait être pour n'importe quelle entreprise. Quand tu as un client, tu veux qu'il convertisse, donc tu veux qu'il achète. Bon, les médias, ce sont des abonnements, où tu veux les engager, donc tu veux qu'ils consomment plus pour avoir plus de liens avec ta marque. Et nous, en fait, ce qu'on va travailler, ça va être, par exemple, si on prend la conversion, ça va être la conversion à l'abonnement. On va faire en sorte de mettre en place le bon prix, la bonne offre, la bonne manière de le mettre en forme, en faisant des tests, ce qu'on appelle des A/B tests. Donc, Ouais. on a 2 versions et on teste la meilleure. Ça va être aussi la capacité à récolter des datas, donc faire en sorte que les clients se créent des comptes, parce que derrière, c'est de la donnée que tu peux utiliser à des fins de conversion. Et ensuite, il y a tout le volet qu'on va appeler engagement et fidélisation, c'est faire en sorte que les lecteurs consomment plus le média, lisent plus le média, et du coup, derrière, soient abonnés plus longtemps. Et Ok. donc, derrière tout ça, il y a plein de logiques et plein de leviers marketing qu'on va venir activer avec divers outils. Et donc, vous avez, de ce que je comprends, une approche B2B, mais B2B2C, c'est-à-dire que vous montrez à des entreprises justement comment fidéliser, comment convertir Exactement. davantage de clients. Et tu t'es positionné sur ton domaine d'expertise qui est justement les médias. Exactement, le secteur des médias, qui est un secteur passionnant et compliqué, parce qu'il y a plein de facteurs extérieurs qui viennent un peu chambouler l'équilibre qu'on essaye un petit peu de monter. Donc c'est un domaine qui est passionnant et qui aujourd'hui, je trouve, la période dans laquelle on vit, est vraiment quelque chose de nécessaire, fondamental dans le maintien de nos démocraties. Donc c'est quelque chose qui me tient aussi vachement à cœur, quoi. Ok. Est-ce que ça fait 4 mois que l'entreprise elle est lancée ou vous en êtes à quel stade? On en est à un stade où ça va tellement vite, je m'y attendais pas. Donc on a tissé pas mal de liens avec, des entreprises, aujourd'hui, autres que médias, mais qui nous aident à faire des rencontres. Moi, je connaissais pas mal de gens. L'expertise de l'entreprise anglaise qui travaille notamment avec le Financial Times, ça nous permet d'ouvrir pas mal de portes. Et donc on a beaucoup d'échanges, et beaucoup d'opportunités. Et donc là, on a connu une croissance qui est plus rapide que celle que j'avais anticipée, parce que donc là, on est mi-avril, on a notre premier salarié qui arrive demain, Ok. on en a 3 autres qui vont arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, ce que j'avais pas du tout anticipé. Je me disais que ça allait marcher, mais pas aussi vite. Donc là, on est vraiment dans une optique de structurer très vite le marché français. À Londres, cette taille-là, ils l'ont connue un peu plus tard. Donc, Ouais. du coup, ça va 2 fois plus vite que sur le marché londonien. Donc, on est dans une approche d'essayer de voir comment on peut répondre à tous les briefs de manière qualitative et connaître la croissance la plus saine possible, quoi. Bien sûr. Oui, parce que vous bénéficiez de leur effet de réseau, du branding, du produit, de Exactement. l'expertise. Donc, Exactement. l'accélération est double. Et en plus, tu as ton réseau que tu as réussi à construire auprès de l'équipe hein, pendant Mm. plusieurs années. On y reviendra un petit peu plus tard. Aujourd'hui, c'est quoi les prochaines étapes pour InDigital du côté français? Du côté français, c'est de vraiment réussir à structurer une offre qui soit la plus claire possible parce que on pourra en parler, mais de par mon expérience, moi j'ai touché à énormément de choses différentes, donc je peux travailler sur pas mal de pans différents. Donc on a vraiment une offre qui pourrait être un peu plus claire pour nos clients, ce qui nous permettrait aussi d'avoir un truc un peu clé en main pour tous les clients qu'on pourra avoir. Je pense qu'il y a aussi un enjeu de se dire comment sur le marché français on arrive à faire émerger la marque in digital et pas juste moi en tant que
Romain Lotte, auto-entrepreneur, mais vraiment en tant que marque. Et ça, c'est un vrai enjeu que demain, les clients ne signent plus que pour moi, mais aussi pour la marque InDigital et ce qu'elle représente. Donc les vrais enjeux sont vraiment ici et surtout de réussir à fidéliser les clients qu'on a réussi à acquérir. Parce que si on a une croissance qui est trop rapide et qu'au final, les livrables que l'on livre ne sont pas de qualité, en fait, notre activité, dans 3 mois, elle est fermée. Quoi, tu vois. Bien sûr. Aujourd'hui, l'acquisition client, pas auprès de InDigital avec votre stratégie B2B, mais pour les médias, justement, les lecteurs, elle se fait principalement par le vecteur du digital et du numérique. Comment tu as vu cette évolution, justement? En fait, le sujet est assez compliqué chez une partie des médias parce que, si tu veux, pendant très longtemps, on a pensé que le numérique venait phagocyter les audiences du print. Ouais, Donc, il y a souvent eu dans beaucoup de groupes médias une espèce de guerre entre le print et le numérique. Et en plus de ça, tu as une guerre entre les personnes qui sont plutôt pour la publicité et les autres plutôt pour l'abonnement. Et c'est difficile de faire, tu vois, coïncider les deux. Donc, c'est un modèle qui est en train de se transformer, mais qui, de mon point de vue, va pas assez vite. Et vraiment sur, je pense, une bonne partie des acteurs médias, de comprendre qu'en fait, les leviers numériques sont vraiment clés pour la croissance des audiences et la croissance de l'abonnement. Quoi. bien sûr. C'est une question de démographie. J'imagine qu'il y a une partie des lecteurs, par exemple, qui peuvent être attachés, notamment les jeunes générations, aux outils numériques et des lecteurs un peu plus ancienne génération qui sont toujours attachés, justement, au format Mm. papier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que au sein même des formats numériques, tu vas avoir des usages qui sont différents en fonction de la typologie d'utilisateur. Typiquement, alors, je grossis le trait volontairement, mais tu vas te dire que les plus jeunes utilisateurs, lire un article sur le numérique, ça va pas forcément leur parler, ils n'auront pas forcément envie de le faire. Lire un truc de 20 000 signes, ça va pas leur parler. Alors que de regarder une vidéo de 10 minutes qui traitera le même sujet, ça va plutôt cette matière-là que tu vas devoir leur Bien pousser. sûr. Donc, c'est pour ça que je trouve que là où je disais que ça va pas assez vite, on a réussi à migrer d'un modèle print au modèle numérique. Maintenant, il faut qu'on arrive à se dire comment l'ensemble des médias demain peuvent être capables de parler à tous les utilisateurs Bien sûr. et pas uniquement avec de l'écrit sur le smartphone. Ouais, ouais. C'est vrai qu'avant, on avait l'impression qu'il y avait les médias qui essayent de s'adapter justement aux outils digitaux et cette petite sphère de créateurs, de youtubeurs, etc. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de médias, grand public, très connus, qui passent justement sur ces vecteurs de communication tels que YouTube, etc. Mm. Est-ce que tu arrives à identifier comme ça des tendances en termes de transformation? Il est évident que depuis l'apparition des formats type short sur Instagram, évidemment, c'est pas Instagram qui a démocratisé ça, mais aujourd'hui, en tout cas en Europe, c'était l'application la plus utilisée. Ça a vraiment changé la manière de consommer. Ouais, On est beaucoup plus sur des formats vidéo verticales, 1 minute 30, 2 minutes, avec des animations qui rendent ça très dynamique, très, très visible. Parce qu'au final, notre capacité aussi de concentration est beaucoup plus faible que peut-être il y a quelques années. Donc on est vraiment dans cette approche de réduire, je dirais, le temps des vidéos dans un format ouais, vertical. Et souvent, un format qui s'est beaucoup développé, c'est le fast cam. Là où avant, on mettait énormément, tu vois, de moyens pour faire ouais, une vidéo et tout ça. Aujourd'hui, même chez les médias, tu prends un téléphone, un trépied et deux, trois outils. Tu peux faire des vidéos quand même assez quali bien sûr. et qui prennent tu vois, une demi-journée ou 3 heures. Tu vois. Ouais. Donc vraiment, dans le mode de création, ça a vachement évolué aussi. Ok. Aujourd'hui, comment la presse, les médias monétisent leur activité? Tu parlais tout à l'heure d'abonnements payants, de publicité. Est-ce que ce sont les seuls vecteurs? Aujourd'hui, après, tu as autant de réponses que de médias aujourd'hui en France, mais majoritairement, tu as deux leviers. Le levier publicitaire, où là, une énorme partie du marché publicitaire est aujourd'hui trustée par les GAFAM. Donc en Mhm. fait, les revenus, si tu veux, des médias sont hyper faibles au regard de l'ensemble du gâteau publicitaire. Ouais, Parce qu'il y a, sans rentrer dans les détails, mais sur le marché pub, il y a énormément d'intermédiaires qui vont venir ils vont venir, pardon, prendre une petite com sur le prix, je dirais, de la publicité. Donc au final, la part réservée aux médias est relativement assez faible. Euh, et en plus de ça, ils sont vachement dépendants. Enfin, côté médias, on est très dépendant des plateformes aussi. Donc typiquement, une bonne partie des médias aujourd'hui ont leur audience qui est drivée par ce qu'on appelle Google Discover, qui est quand tu ouvres Google, tu as ce flux oui, d'articles qu'on te propose. Et donc ça, aujourd'hui, tu as une partie des médias qui réalisent le 3/4 de leurs audiences par
c'est ce moyen-là. Tu vois. Ok. Donc aujourd'hui, tu as un marché publicitaire dont la majeure partie des résultats sont pris par les GAFAM, et en même temps, on est à la solde aussi de leur mise en avant. Ouais. Et donc, modèle publicitaire très compliqué, en plus qui est vachement lié à l'évolution macro-microéconomique. Et en parallèle à ça, tu as le modèle d'abonnement qui est différent puisque c'est un modèle qui est quand même assez stable, qui est difficile à mettre en place, mais qui permet d'avoir une stabilité financière. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui s'abonne, derrière, potentiellement, tu peux avoir des revenus sur 24, 36, 48 mois. Bien sûr. Donc du coup, c'est un modèle qui a eu beaucoup de mal à se monter en France, mais aussi ailleurs, parce que globalement, on a eu l'habitude d'avoir des informations gratuites sur le numérique. Mhm. Là où avant, on a été habitué à payer notre journal, là, en fait, l'information est devenue gratuite. Et donc, aujourd'hui, on a ces deux modèles-là. Et on a aussi tout ce qui va être diversification, d'utiliser un peu la marque et le savoir-faire d'une entreprise pour essayer de diversifier ses activités. Même si ça, aujourd'hui, au regard du PNL des médias, peut-être quelques exceptions, mais ça reste marginal, tu vois, Bien sûr. dans les revenus. Comment tu les vois, et c'est vrai que je me prends en exemple par rapport à ça, mais comment tu le vois le futur des habitudes de consommation du contenu? C'est vrai qu'il y avait une période où on relayait, enfin j'utilise un mot anglais, on, on attachait notre attention justement sur les médias traditionnels. Ensuite, il y a eu le Web 2, YouTube, Instagram, etc. Et c'est vrai que maintenant, on est dans cette génération où on peut ouvrir une IA, ChatGPT, etc. et poser n'importe quelle question. Est-ce que toi, tu vois justement des changements d'habitude, que ce soit de la part des consommateurs ou des changements de business model qui iraient dans la direction justement de l'IA, par exemple? Alors, l'IA, c'est un sujet qui est vraiment compliqué dans le secteur des médias parce que à la fois, tu as un sujet de juste, ils viennent pomper tout le contenu, le réexploitent sans aucune rémunération pour les médias, hein, ce qui est Ouais, quand même la réalité du truc, c'est que ouais, tous leurs modèles se sont construits en partie par les contenus créés par les bien médias. sûr. Et ensuite, ça pose plein de questions de quelle information il va venir récupérer pour répondre à ta question sur ChatGPT, par exemple. Ouais, Tu as ce modèle qui est hyper compliqué, et en même temps, en interne dans les médias, tu te dis, mais aujourd'hui, ces IA sont capables de créer des articles. Donc, comment demain on arrive à faire en sorte de continuer d'avoir des journalistes et que ce ne soit pas des IA qui viennent bien sûr. créer les articles. Donc, il y a un mouvement qui est très compliqué à appréhender. Se dire à la fois, tu peux pas, enfin, si tu loupes le coche, t'es fini. Et en même temps, tu te dis, mais c'est pas possible de se dire qu'ils viennent prendre tout notre contenu sans rétribution et qu'en même temps, potentiellement, tu peux créer un site demain et faire que des articles avec des IA sans valider aucune source. Tu vois, le travail du journaliste aujourd'hui, c'est évidemment d'écrire, mais c'est aussi de croiser les sources, d'apporter un regard critique sur une information. Et aujourd'hui, ce travail-là, enfin, en tout cas avec ce qu'on a aujourd'hui, peut difficilement passer par une IA. Tu vois. Et Absolument. donc, la question, c'est comment on arrive, en tant que média, à se positionner par rapport à ça. En tout cas, c'est mon point de vue, et s'il est partagé par tout le monde, mais comment on arrive à exploiter les IA pour gagner du temps sur certains trucs, je sais pas, faire du tagage automatique d'articles, corriger des articles, proposer des titres pour que ça sorte mieux sur le SEO. Enfin, il y a plein de choses à imaginer, mais comment on arrive à garder ce qui fait l'essence même du journalisme, à savoir la qualité, l'expertise et le croisement de sources, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est clair. C'est vrai que, en fait, quand on regarde des auteurs, des écrivains, ils ont tous leur marque, leur style, une personnalité, un esprit critique, alors que les IA, pour le moment, on est sur Pour le des moment. trucs ça se remarque directement, hein. On Mm. reçoit tous des mails très très bien écrits. Tout de suite, on repère que c'est l'IA qui les a écrits. Surtout que maintenant, Google, je sais, a mis des analyses qui permettent de différencier les articles qui sont écrits par des êtres humains Mm. par rapport à des articles qui sont écrits par des IA. Et justement, on aurait tendance à prioriser les articles écrits par les êtres humains par rapport à l'IA. Mais c'est vrai que c'est une question, ça vaut le coup de se la poser, hein, parce que c'est vrai que les journalistes peuvent avoir peur, je dirais pas de perdre leur travail, mais justement que leur expertise soit diminuée ou diluée, en tout cas, dans cette IA générative qui arrive. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu ce que tu en pensais par rapport à ça. Tu as travaillé beaucoup d'années à l'équipe. Combien d'années? Presque 10 ans, ouais. Presque 10 ans. T'as, quel poste et responsabilité tu as eu dans cette entreprise?
Ouais, bah, j'ai fait pas mal de postes différents. Alors déjà, j'ai un peu de mal à parler de l'équipe au passé. Franchement, à chaque fois que je dis, on me demande où je travaille, une fois sur deux, je dis l'équipe. Et Ouais. quand je parle de l'équipe, je dis chez nous. Donc si je le dis là, vraiment, c'est encore un tic de langage que j'ai encore. Donc, je suis arrivé là-bas en 2015. Donc, avant, je bossais dans une boîte qui s'appelait AT Internet, qui est une petite web analyse. Donc, dans la data, et ça analyse ce que font les utilisateurs sur un site internet. Et donc, j'ai commencé chez l'équipe en tant que traffic manager. En résumé, c'est la même chose. J'analysais ce que lisaient les utilisateurs sur le site pour faire des recommandations à la rédac. Et je travaillais sur le référencement sur Google. Ok. Au bout de 2 3 ans, j'ai monté une équipe data. Donc là, c'était vraiment d'aller plus loin dans l'usage de la donnée, de comprendre avec beaucoup plus de finesse ce que font les utilisateurs sur le site. Voilà, donc il y a plein de sujets plutôt techniques que j'ai découverts. Et donc là, j'ai monté une équipe. Donc à la base, j'étais tout seul et on a monté une équipe de 7 8 personnes. Ensuite, au moment du Covid, je suis parti dans quelque chose qui avait rien à voir parce que j'ai gardé mon poste de responsable data et je suis devenu directeur produit. Ok. Donc là, en charge de toute la partie euh, dé- dé- delivery du produit. Donc savoir euh, refonte de site de l'équipe notamment. C'est un des gros projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc vraiment en charge des product owners et du développement avec les équipes techniques. Ok. Donc là où avant, je bossais dans des tables Excel et dans des bases de données, d'ailleurs, je me trouve dans des réunions design où on discute si un bouton doit être monté ou descendu de 20 pixels. Donc Ouais. là, vraiment, c'était intéressant et très très dur parce que c'était très loin de mon cœur de métier. Mais je- ça m'a beaucoup servi par la suite. Et sur les 3 dernières années, j'étais directeur marketing. Donc en fait, j'avais un scope qui était assez large et qui était vraiment incroyable. Enfin, j'ai vraiment appris énormément. Moi, je gérais toute la partie conversion qu'on évoquait tout à l'heure, CRO, Ouais. la partie CRM, donc relation avec le client, le service client, les mails, les push, toute la partie data que j'avais encore, et également toute la partie audience SEO, donc faire en sorte que le plus de monde possible vienne sur l'équipe. Mhm. Donc ça permettait j'avais un rôle qui était hyper transverse et j'ai vu plein de choses différentes. Euh, mais voilà, du coup, j'ai choisi après 10 ans de voir autre chose et de continuer ma route sur un projet plus entrepreneurial. Et pourquoi justement, c'était quoi cette période charnière de transition entre ton rôle de CMO à l'équipe et In Digital? C'est parti du constat que, en fait, j'avais déjà été directeur data, directeur produit, directeur market. Je voyais pas trop ce que je pouvais faire d'autre. Je pensais que j'allais pas devenir directeur technique. Ouais. Donc, à un moment, je me suis dit, ça fait 3 ans, j'ai quand même vu pas mal de choses. Et en fait, à nos âges, on a à peu près le même âge. Tu vas te rester 10 ans dans une boîte, c'est limite une anomalie. J'étais un meuble, quoi, tu vois. Mhm. Et du coup, je me suis dit que ce serait quand même bien pour moi et ma manière de travailler, de voir d'autres manières de travailler. Tu vois. J'étais habitué à bosser d'une manière avec mon boss Emmanuel, qui a été mon mentor pendant 10 ans et qui était incroyable. Je me suis dit, ce serait encore mieux si je pouvais voir d'autres manières de travailler. Et en plus, je sortais des Jeux Olympiques à Paris, chez l'équipe. Enfin, tu vois, tu peux pas vivre plus gros que ça, vraiment, chez l'équipe. C'est impossible. Enfin, c'était vraiment beaucoup de taf, mais un moment incroyable. Et du coup, tu te dis, bon, bah, enfin, je pense que là, je peux terminer là-dessus, quoi. Tu vois, Ouais. je peux terminer sur les JO et ouvrir un nouveau chapitre en 2025. Et donc, avec toutes ces réflexions, je me suis dit, bon, bah, Excellent. c'est le moment d'ouvrir un nouveau chapitre. Excellent. Et bah, par rapport à l'équipe, c'est vrai que même si c'est un journal que tout le monde ne lit pas, en tout cas, c'est un journal qui résonne dans la tête de pas mal de gens. Comment, selon toi, l'équipe a réussi à imprégner justement leur nom de marque dans la tête des Français? Je pense que je pourrais faire un podcast entier pour en discuter, tu vois. Il y a tellement de choses. Enfin, c'est une marque qui est incroyable. Enfin, moi, j'étais fan de l'équipe quand j'étais petit, tu vois. Je voulais devenir journaliste sportif. Enfin, l'équipe, Ouais, c'était dans mon sang, quoi. Je pense que déjà, il y a une marque qui est patrimoniale, en fait, et une marque qui est hyper forte. Quand même, l'équipe, faut se rappeler, c'est le Tour de France, c'est la Ligue des Champions. En vrai, bien c'est sûr. l'équipe qui a lancé ça, tu vois. Ouais, C'est une marque aujourd'hui qui a autorité et par la qualité de son contenu, et donc qui a traversé les générations. C'est un quotidien aussi. C'est-à-dire que tous les jours, quasiment tous les jours de l'année, sauf un jour, tu as ton journal qui était distribué. Ce sont des unes qui sont mythiques, qui sont rentrées aujourd'hui dans le patrimoine culturel français, hein. Je pense qu'il y a tous les fans de sport ont en tête la une juillet 98, la France championne du monde, tu vois. Tout ça, c'est des souvenirs que ça crée. Et tu as la force d'avoir à la fois un journal papier, une chaîne de télé gratuite ouais. et un site qui est
qui a été un des premiers à se lancer il y a maintenant presque 20 ans, tu vois. Ouais. Et donc, sur le numérique, et notamment par l'impulsion d'Emmanuel Alix, qui est en charge des activités numériques, on a aujourd'hui un site qui est hyper quali et et une stratégie digitale qui est, qui est bonne, je pense, et qui permet aujourd'hui de toucher le plus de monde possible, en tout cas sur le Absolument. digital. Et tous ces vecteurs que tu parlais de sites internet, de chaînes de télévision et de journal, tout est opéré depuis le QG à Billon-Billancourt? Tout à fait, tout à fait. Il y a les locaux, enfin en tout cas le plateau télé au -1, donc l'équipe du soir, c'est le même bâtiment là où nous on travaillait, donc Ouais. ça nous arrive des fois, tu vas à la cantine, tu croises Didier Drogba ou un sportif qui vient faire une interview pour le papier, enfin voilà, tout se joue ici depuis, déménagé il y a 4 ans je crois, à peu près. Oui, j'allais en venir. J'imagine que vous avez l'opportunité aussi de rencontrer des grands sportifs et de créer des vraies Exactement. relations avec eux. Bah, tout à l'heure, on a croisé Nicolas Lemétayer. Ouais, Je l'ai rencontré par un ancien sportif, Johan Bagot, que j'ai rencontré via l'équipe. Donc, tu vois, Johan qui est devenu un de mes meilleurs amis, Nicolas aussi. Donc, tu vois, ça permet de faire des rencontres. absolument. On est fans de vélo tous les trois, donc ça aide. Du coup, ça permet de créer des rencontres et de réaliser des rêves de gosse. Moi, je regardais Johan Bagot faire sur la Vuelta il y a 10 ans, tu vois, et après, je le rencontre en vrai. Enfin, Ouais, c'était juste ouais, c'est fou, mon quoi, tu héros, vois. quoi. Trop content de le voir. Et comment, j'aimerais bien avoir un peu les insights de l'équipe, comment ça marche. Il y a un événement sportif, il y a des reporters qui sont envoyés, j'imagine. Tout est couvert, tout est en temps réel. Comment tu pourrais expliquer les coulisses un peu de l'équipe? En fait, tu vas avoir différentes manières enfin, tu vas avoir différentes organisations, en fait, en fonction de la plateforme. Donc, sur le numérique, par exemple, nous, lors d'un grand événement, tu vois, typiquement Jeux Olympiques de Rio, on venait à 4 heures du matin pour vérifier que le site fonctionnait, que tout ça fonctionnait. Si je prends ces mêmes Jeux Olympiques, bah, il y avait une partie des journalistes qui avaient été envoyés à Rio et qui travaillaient, et du coup, dans des horaires qui étaient hyper compliqués parce que le bouclage du journal est aux alentours de minuit, minuit et demi, donc il fallait que, selon leur horaire Oui, à eux, leurs papiers soient envoyés au bon moment pour être dans le journal. Enfin, c'est une vraie machine en termes de complexité, tu vois, de bouclage. Donc, tu envoies tes journalistes sur l'événement qui traitent leurs infos. Tu as aussi des gens au bureau qui vont traiter, notamment sur la partie gratuite et digitale gratuit, qui vont traiter depuis le bureau un certain nombre d'informations. Tu ouais, vois, parce que parfois, tu peux regarder le match à la télé et du coup, bah, tu fais ton live en direct. bien sûr. Et du coup, effectivement, tu peux avoir. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que tu n'as pas que des journalistes. Enfin, en tout cas, tu n'as pas que des personnes qui écrivent, qui sont envoyées sur les événements. Tu vas avoir les photographes, les vidéastes et tout un nombre important de personnes qui vont être envoyées Absolument. sur ces événements. Et lorsque les reporters ils sont envoyés vers les événements comme ça, enfin, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça se fait qu'à 8 heures ou à 9 heures le lendemain, on a le journal de l'équipe avec les événements qui sont couverts de la veille. Voilà. En fait, c'est vraiment une logistique qui est incroyable. Tu vois, quand je te disais ce qu'on appelle le bouclage, donc en fait, on boucle tout, donc la une, les papiers, tout ça doit être fait entre minuit et minuit, 23h45 et minuit 15, si tu veux. Donc ça veut dire que en termes de logistique, tu te dis, ton match débute à 21h, il se termine à 22h45, 22h50, ça veut dire que toi, tu es journaliste, tu es au stade, tu dois, t'as une, on va dire que derrière, tu vas aller voir les interviews d'après-match. Donc tu as potentiellement 35 minutes pour faire ton papier, l'envoyer, Ouais, qu'il soit relu, trouver la bonne photo, le bon angle, le bon titre, la bonne une. Donc tout ça, en fait, tous les soirs, c'est vraiment un truc c'est un qui marathon, c'est un en sprint, hein. 3 heures, en 3 heures doit être bouclé et terminé. Parce qu'en fait, si t'es pas fini à l'heure, bah derrière, ton journal, le lendemain, il n'est pas imprimé. Quoi, tu vois. Absolument. Donc c'est vraiment une prouesse éditoriale tous les jours. De se dire qu'ils arrivent à faire ça tous les jours, Incroyable. c'est vraiment incroyable. Et donc ils finissent vers minuit, de ce que j'ai compris. Ouais, Tout est envoyé à la presse ou pour imprimer. tout à fait. Et ensuite, il y a tout un réseau qui se déploie, j'imagine, pour apporter les journaux dans les points Exactement. presse. Exactement. Exactement ça. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion justement d'assister à des grands rendez-vous sportifs ou de voyager dans des pays Bah, j'ai assisté aux Jeux Olympiques de Paris. Ouais, Voilà. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Et de le vivre chez l'équipe, c'était bien juste. sûr. Bah, tu vois, t'as 30 personnes qui s'ambiancent devant un match de hockey sur gazon où personne ne connaît aucun joueur ni les règles, mais on est tous comme des dingues à voir l'équipe de France prendre 7-1 contre l'Allemagne, je sais plus quoi. Enfin, tu vois, c'est dingue, quoi. Ouais, Il y avait un seul événement qui procurait ces sensations-là, c'est le Tour de France, où voilà, tous les ans,
au Tour de France, on se regroupait devant l'îlot du social media, on avait les télés. Et là, tout le monde s'ambiançait sur les 5 derniers kilomètres à dire ah. Et c'est juste dingue, tu vois. Et ça crée vraiment des liens entre les collaborateurs et les collaboratrices, quoi, tu vois. Bien sûr. Est-ce que tu as des anecdotes que tu peux raconter justement sur tes 10 ans à l'équipe? Des événements spéciaux, des sportifs, des rencontres extraordinaires? Ouais, bah, il y a un truc qui m'a vraiment plu, on avait lancé avec Paul Arrivé, qui est le journaliste de la rubrique e-sport, on avait créé, qui n'était pas du tout mon domaine, mais on a créé une émission sur Twitch, l'équipe e-sport. Ok. Et du coup, moi, tu vois, je viens pas du tout de ça, je viens pas du tout de la télé, donc là, tu te retrouvais à gérer un plateau, une régie, tout Ouais. ça. Et du coup, on a pu rencontrer plein de sportifs et d'e-sportifs, et notamment, on avait fait venir des sportifs professionnels qui venaient échanger avec des e-sportifs, tu vois, Ok. pro aussi, du coup. Ok. Euh, et donc, on avait vraiment un truc. Moi, j'y connaissais rien, mais je sentais qu'il y avait un potentiel, tu vois, pour raconter des belles histoires. Et du coup, on avait réussi à faire tu vois, typiquement, on avait fait venir la mère de Gotaga, Ok. qui était venue sur le plateau pour parler de comment il était devenu ce qu'il était, tu vois, Hmm. un peu ce que tu fais dans ce podcast. Et c'était hyper intéressant. Et ça apportait une vision vachement différente sur la manière dont on devait structurer ça, comment les écoles d'e-sport demain devaient évoluer. Et tu vois, pour quelqu'un comme moi qui comprenait rien, c'était hyper cool et ça m'a permis vraiment de faire des rencontres géniales sur des sujets auxquels vraiment j'étais pas du tout sensibilisé, quoi, tu vois. Bien sûr. Je t'écoute et je vois que tu parles de l'équipe avec beaucoup de passion et d'enthousiasme. Et tu nous expliquais la dernière fois, enfin tout à l'heure, qu'il y a eu cette période de transition. Aujourd'hui, comment tu te positionnes par rapport à l'équipe? Est-ce que tu as gardé de très bons contacts? J'imagine que tu as développé un réseau aussi. Est-ce que tu es toujours en relation avec eux? Euh, samedi, je suis allé faire 200 km de vélo avec mon ancien CTO et Ok. mon ancien boss Emmanuel. Hier, j'ai déjeuné avec une des personnes qui m'a remplacé. Donc, ouais, Ok. à l'équipe, on avait vraiment je vais pas dire une famille, parce que ça fait un peu, voilà, mais on a vraiment noué des relations fortes en 10 ans d'expérience, parce qu'aussi, on a fait des événements de sport ensemble. Avec Emmanuel, on a fait la Saint-Élion, 80 bornes de course à pied. Tu vois, à la fin, tu Incroyable. sors de ça, Bien sûr. il y a quelque chose qui se Qui crée, s'est quoi. créé, ouais. Donc, à la fois, moi, l'équipe, c'est ma marque de cœur, tu vois. Vraiment, j'adore cette marque. Et il y a des gens que j'adore. Et donc, évidemment, on a gardé un lien et on va garder un lien qui est hyper fort, tu vois. Ouais. J'avais une dernière question par rapport à l'équipe, c'est sur cette transition digitale. Tu as dit tout à l'heure que l'équipe avait fait une transition digitale assez rapidement. Comment elle s'est opérée? Est-ce que toi, tu l'as vécu? Est-ce que bon, ça fait 10 ans, j'imagine qu'ils avaient déjà dû Ouais, implémenter du ouais, digital, mais est-ce que tu l'as vécu cette transition? ouais, carrément. Si tu veux, à la base, quand je suis arrivé, il y avait une partie. Enfin, moi, je le ressentais comme ça, mais peut-être que c'était pas vraiment le cas. Mais moi, à mon niveau, tu vois, plutôt bas niveau de la hiérarchie, je sentais un peu un espèce de, je sais pas, de dédain, mais enfin voilà, une vision assez négative par rapport au digital. Et en fait, là, quand je pars, on change de DG. Et si tu veux, toute la stratégie mise en place par la nouvelle direction, c'est le numérique en premier, tu vois. Ouais. C'est la vidéo, c'est l'abonnement. Et du coup, tu te dis, en fait, il y a 10 ans, si on m'avait dit ça, waouh, tu vois. Et donc là, il y a vraiment une prise de conscience de l'importance du numérique et qui se traduit non pas par juste du marketing, mais des Hmm, vraies actions concrètes dans bien sûr. l'organisation, dans la manière dont on va travailler, qui montrent que le groupe a compris et du coup, moi, enfin, tu vois, je suis hyper content de partir en voyant ça, tu vois, Hmm. en se disant, mais ça y est, le numérique est vraiment sur une voie, Ouais, ouais, pas dorée, mais vraiment une bonne voie pour pouvoir continuer à avoir une croissance tous les ans, tu vois. absolument. Et justement, en parlant de toi, et donc tu es passionné par le sport, j'imagine, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton enfance, ton adolescence et tes premières expériences sportives? Et finalement, qu'est-ce qui t'amène à courir plusieurs dizaines de kilomètres avec ton ex-CTO? Euh, En fait, au-delà du sport, je trouve que c'est quand même assez intéressant de poser cette question, tu vois, parce que en vrai, tu vois, j'y réfléchissais un peu en venant et moi, en tout cas, la manière dont mon évolution là, chez l'équipe et même entrepreneuriale, elle est intrinsèquement liée à ce que j'ai vécu dans mon adolescence et dans mon enfance, tu vois. Et en fait, on n'en parle jamais. En fait, on part tous du principe qu'on a tous commencé quand on était en école et que notre expérience, elle commence là. Et en vrai, pas du tout. Et tu vois, moi,
enfin, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai vécu une enfance assez compliquée, tu vois. J'ai vécu dans le Nord, donc une région qui est quand même assez sinistrée avec la fin de l'industrie minière, textile, famille monoparentale, mère au RSA, tu vois, en ZEP, dans mon lycée, je sais pas, sur 30 élèves, il y en a 5 qui ont eu le bac, enfin, tu vois, un truc un peu vénère, tu vois. Et en fait, ça structure la manière dont je me suis construit derrière, et en fait, t'en parles jamais, quoi. Et donc, moi, à la base, rien ne disait que j'allais avoir ce parcours-là, parce que, bah, tu vois, j'étais un bon élève, enfin, un bon élève dans cette classe-là, mais si tu veux, moi, quand je vais voir la conseillère d'orientation en terminale, elle me dit, bah, tu peux faire un BTS communication, ce qu'elle avait dit à tout le monde, tu vois. Mhm. Donc, en fait, une adolescence compliquée, voilà, mon frère était placé en famille d'accueil, enfin, il y a pas mal de trucs qu'en fait, dont tu peux pas parler, tu vois, quand tu es dans le boulot. C'est ça que je trouve intéressant là de pouvoir le dire. C'est juste, bah, des fois, moi, j'ai des réactions qui sont hyper cheloues parce que j'ai vécu des trucs qui. Et donc, moi, j'ai toujours été construit par ce truc de. Quand je suis arrivé en école de commerce, j'avais le sentiment de ne pas être à ma place. Tu vois, j'ai fait une école de commerce à Tours. Euh, j'ai dû bosser pendant 3 ans comme un con pour financer mon école. Pendant que tous les autres allaient se mettre des murges, parce qu'ils se mettaient des murges le week-end, moi je me levais à 4 h du matin pour aller taffer, tu vois. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça où je me sentais pas hyper bien et j'ai toujours eu le sentiment, la volonté de travailler pour m'en sortir. Et du coup, ce qui explique, tu vois, mon évolution chez l'équipe et cette évolution rapide, c'est que j'ai bossé comme un dératé pendant des années. Et ce qui a expliqué aussi que parfois, j'avais du mal à travailler avec certaines personnes parce que moi, dans ma tête, dans mon schéma mental par rapport à tout ce que j'ai vécu, bah, le travail, c'est genre la base de la base. Dans ma tête, c'est un truc qui est marqué. C'est il faut que tu travailles pour pas qu'on voit que tu viens de ce milieu-là, que tu es pareil que les autres, que tu as le niveau. Et donc, du coup, là où je trouve ça hyper intéressant, c'est pour une fois, je peux en parler, tu vois, et genre dire tout ça. Et peut-être que si des gens avec qui j'ai travaillé m'écoutent, bah, ils comprendront que parfois j'ai des réactions un peu cheloues. Et voilà, du coup, ma réponse est un peu longue, mais euh, c'est hyper intéressant de pouvoir en parler. Moi, je me suis construit par rapport à cette notion de travail. Et du coup, je l'ai appliqué pendant 15 ans dans ma manière de travailler. Ouais. Donc, ce que tu décris, c'est une adolescence qui était dure, notamment par l'environnement dans lequel tu étais, et que tu avais une volonté effectivement de dépasser ça, et notamment Mm. par la force du travail. Notamment, tu parlais de méritocratie. Pour toi, c'est très très important effectivement de, de, de mettre en œuvre des choses pour effectivement dépasser un cercle social, s'élever socialement, etc. Après, tout ça est. Enfin, le terme de méritocratie, je l'aime pas beaucoup parce que ça dépend de plein de facteurs. Si je m'étais pas appelé Romain Lotte, enfin, tu vois, j'y serais pas arrivé. Enfin, j'ai de très bons potes avec qui j'ai gardé contact, qui étaient bien meilleurs que moi Ouais. et qui, par leur origine sociale, ont jamais pu percer plus que ça. Il y a les rencontres. Tu vois, moi, quand je suis arrivé, la prépa, c'est au détour d'une discussion avec quelqu'un qui me dit je vais faire une prépa, je savais jamais ce que c'était. Donc elle m'en a parlé. Quand je suis arrivé en prépa, ma prof de français, elle m'a tiré, mais genre, elle m'a porté pendant 2 ans pour que j'y arrive. J'arrive en école de commerce, j'ai failli me faire virer parce que j'avais pas de thunes pour payer l'école. Donc là, il y a quelqu'un qui me porte et qui me dit non mais vas-y, on va y arriver tous les deux, tu vas faire un dossier, tu vas faire plein de dossiers là et peut-être que tu auras des financements. Chez l'équipe, sans Emmanuel Alix, j'y serais jamais arrivé, tu vois. Ouais. Donc au final, ouais, j'ai bossé, mais en fait, c'est aussi et surtout tous les gens autour qui m'ont aidé et qui m'ont porté, tu vois, toutes ces années. Absolument. Et sans ça, bah, tu vois, je serais clairement pas là aujourd'hui, tu vois. Non, absolument. Ouais, c'est la force de ton réseau qui fait que ce que tu es aujourd'hui. Et la volonté des gens de t'aider aussi, tu vois, parce que tous ces gens, ils auraient juste, tu vois, je pense que l'exemple le plus parlant, c'est ma prof de prépa. Il y a 30 élèves, elle aurait pu juste dire, c'est qui Stocard, tu vois, j'étais un mec, j'étais habillé en jogging, je jurais tous les 2 mots, je fais une prépa littéraire, j'ai jamais ouvert un bouquin de ma vie, tu vois. Ouais. Et du coup, tu te retrouves dans un truc où elle se dit, bah, lui, je vais l'aider. Mais genre, elle aurait pu se dire, mais attends, en fait, ma première disserte de français, j'ai 0,5. D'où Absolument. elle se dit, ah, lui, il a un potentiel, je vais l'aider, tu vois. Et c'est aussi la volonté des gens de t'aider. Et aussi, un vrai truc, c'est sans les aides du Crous, tu vois, typiquement, bah, alors ça, les études, Ouais. jamais je les aurais faites, tu vois. Ok. Enfin, j'avais beau bosser, faire des inventaires, donner des cours et tout.
Tu vois, 9000 balles l'année, c'est impossible, quoi, tu vois. Si tu devais te retrouver en face du Romain de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais bon courage. Je dirais bon courage. Euh, non, non, je lui dirais que tu vas en chier, mais ça vaut le coup. Tu vois, ça vaut le coup de. Tu vas passer par des moments difficiles, mais tu vas rencontrer des personnes incroyables. Tu vas vivre tes rêves. Tu vois, genre, bah, grâce à ça, je suis allé sur une étape du Tour de France, qui était un de mes rêves, un des rêves d'enfance. Je me suis mis au sport à fond. Je rêvais de faire du vélo quand j'étais petit, mais j'avais pas assez d'argent pour acheter un vélo. Donc là, maintenant, je peux le faire. Enfin, tu vois, Ouais, ça vaut le coup. C'est dur, mais et surtout, ce que j'ai mis très très longtemps tu vois, à intérioriser, c'est putain, mais sois fier de ce que t'es en fait. Faut pas avoir honte d'avoir grandi dans le Nord-Pas-de-Calais, de pas avoir eu de thunes, de tout ça, ça t'a forgé, ça a forgé ton expérience. bien Et en sûr, fait, il faut que tu en sois fier. Faut pas que tu le caches. bien sûr. Faut que tu en sois fier. Ouais. Est-ce que justement ces difficultés, enfin ces moments difficiles dont tu parlais dans l'adolescence, tu as trouvé dans le sport un moyen d'en sortir? Ou qu'est-ce qui t'a fait amener dans le sport justement? Est-ce que c'était une passion que tu avais quand tu étais adolescent? Hum, j'ai toujours aimé le sport, mais si tu veux, je sais pas à quel moment c'est devenu aussi important dans ma vie, tu vois. Euh, Là, aujourd'hui, je fais entre 7 et 10 heures de sport par semaine, à peu près, surtout du vélo. Mais en fait, j'ai surtout l'impression que c'est un exutoire à toute l'énergie que je mets dans le taf, tu vois. Ouais, Je bosse beaucoup et c'est fatigant. Et du coup, j'ai besoin d'aérer mon cerveau. Donc, il faut que je parte 6 heures en chevreuse, me mettre un peu vénère pour derrière oublier tout ça, tu vois. Donc, c'est plutôt par rapport à ma vie d'aujourd'hui, c'est pour avoir un équilibre et me sentir bien, ouais, j'ai vraiment besoin de, de, bah, de me dépenser, de quoi, te tu vois. dépasser, ouais. C'est une souffrance que tu cherches ou justement c'est de la dopamine, c'est de l'excitation? C'est un peu de tout. En vrai, j'aime bien souffrir, ce qui est bizarre à dire comme ça fait un peu bizarre, mais là, tu vois ce que ça me procure tu vois, après mes 200 bandes de vélo. Non, mais je vois Là, tout à fait. j'ai souffert. Raph m'a mis, enfin, le CTO de l'équipe m'a M'a m'a- tué, ouais, m'a m'a tué. défoncé, on peut le dire. Mais si tu veux, à la fin, je rentre et je suis hyper content, je suis hyper fier et surtout, je suis vanné, quoi, tu vois. Donc, Bien sûr. c'est vraiment ce sentiment de. Et la première fois que j'ai ressenti ça, c'était mon premier marathon il y a 15 ans, là. Je fais mon premier marathon et juste ce sentiment de waouh. Enfin, genre, Ouais. à la fois, tu pleures, tu es heureux, enfin, tu sais plus où t'es, comment tu t'appelles. Et ces sentiments-là, c'est juste incroyable, quoi. Et ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui t'a amené à l'équipe? Est-ce que tu étais Ouais. passionné par le sport et donc Ouais. tu as voulu aller à l'équipe ou c'était un concours de circonstances? J'étais passionné par le sport. Quand j'étais petit, ce qui m'intéressait, c'était de devenir journaliste sportif. C'était mon rêve. Bon, finalement, c'est pas ce que j'ai fait, mais l'équipe, ça a toujours été une marque qui me parlait. Enfin, pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure, la marque patrimoniale. Et par un concours de circonstances, quelqu'un qui me transfère une offre de chez l'équipe, je postule et du coup, je suis pris en entretien. Enfin, Ouais, voilà. Mais c'était vraiment pour le coup un rêve de ok. bosser chez l'équipe. Tu vois. Moi, j'étais fan de sport, fan de foot, fan de lance. Voilà, J'étais fan l'équipe. de Lens aussi, le Ah, RC bah oui, Lens. bah bien sûr, le RCL. Tu vois. Et Quelle ambiance incroyable dans bah oui, c'est le meilleur dans, stade de France. dans les stades. Et qu'on vienne pas me dire l'inverse, le meilleur stade de France. Et tu vois, moi, mon enfance, c'est 98. C'est une anecdote que je raconte. Pour moi, 98, c'est pas la France championne du monde, tu vois, Non, c'est Lens champion de France. ouais. Tu vois. C'est vraiment ce truc-là. C'est Anto Drobniak, 14 buts en Ouais, championnat de Division 1, tu vois. C'est ça pour moi, et c'est la une de l'équipe, je l'ai dans la tête, quoi. Donc, si tu veux, il y a vraiment toute une histoire personnelle par rapport à l'équipe et par rapport au sport. Et donc, bien sûr. si tu as une marque pour représenter le sport aujourd'hui, c'est l'équipe. L'équipe, absolument. Dans le Nord-Pas-de-Calais, Tours, Ouais, tu parlais de Grasse aussi. C'est ouais. quoi, c'est quoi la chronologie de tout ça? Mais ma famille vient du Nord-Pas-de-Calais. Mon père a été muté dans le sud quand j'étais tout petit, enfin avant que jeunesse, pardon. On est resté 3 4 ans à Grasse. Ensuite, on est parti en Haute-Savoie 2 ans. Ok. Et mes parents sont revenus dans le Nord-Pas-de-Calais, là où était ma famille. Voilà, à ce moment-là, mes parents divorcent et donc là, j'habite à Fouquier-les-Lances, ceux qui connaissent, où je grandis. Ensuite, je pars étudier à Tours.
Enfin, je fais une prépa à Douai, je vais étudier à Tours, où je fais une école de commerce et à côté, et vu que j'avais pas assez de taf avec mes inventaires et mes cours, j'ai fait une licence de philo à l'université. Donc là, je fais 3 ans à Tours et après, je fais Paris et un stage à Londres. Ok. Merci beaucoup, Romain. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais une dernière remarque à dire aux spectateurs? Euh, Bah, j'espère juste que pour les personnes qui auront écouté, ça vous permettra de comprendre des choses qui parfois sont bizarres dans ma manière de fonctionner, d'avoir pu expliquer un peu les ressorts mentaux qui sont dans ma tête. Et en plus, je sens que je les ai expliqués de manière bizarre parce qu'il y a tellement de choses à dire que voilà, je me suis un peu éparpillé. Mais toute cette histoire et les origines justement de là où je viens, ça explique ma manière de travailler. Et du coup, bah, j'espère que même si des fois je vous ai un peu rentré dedans, vous comprendrez que c'est parce que c'est parce que bah, juste c'est mon schéma mental qui est comme ça. Et bah, ouais, j'espère que vous aurez appris des choses. Merci beaucoup. Merci à toi.